Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Est-ce qu'il a été prévu des stratégies pour anticiper une éventuelle 4e vague et éviter d'avoir des services de réanimation occupés par le Covid et donc pas disponibles pour les autres malades? On peut ne pas dire si 4e vague parce qu'on n'en a pas envie du tout. Non, là, la situation aujourd'hui, elle est nettement améliorée. On est à moins de 10 000 cas par jour diagnostiqués. On a une incidence qui baisse. Les hôpitaux retrouvent de l'oxygène et c'est heureux. Tous les indicateurs sont au vert. Mais je leur dis, 1, il faut rester vigilant, c'est pas fini. 2, plus on se fait vacciner, plus on augmente nos chances de ne pas avoir de nouvelles vagues. 3, faire attention aux situations qui peuvent encore nous échapper. Octobre, novembre, décembre prochain, si on n'a pas une nouvelle vague, ni en France ni en Europe, on pourra commencer à parler du Covid au passé. Est-ce que vous ne craignez pas que le pass sanitaire échappe à ses créateurs, qui s'installent dans la durée, et que résultat, un certain nombre de citoyens, dans l'avenir, dès lors qu'ils ne seront pas sains ou pas vaccinés, ne puissent pas accéder à certaines activités? L'idée, c'est que à la rentrée, le virus soit derrière nous, on espère, et qu'ensuite on puisse retrouver la vie la plus normale possible. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, tous ces trucs-là m'effraient et je n'en veux pas. Et je lutterai toute ma vie contre ça. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. D'ailleurs, je me suis prononcé très tôt, il y a des mois. On parle pas de ça. On aura peut-être des exceptions à discuter, ça peut arriver. Je pense notamment aux discothèques qui nous disent elles-mêmes, nous, si vous nous permettez de faire rentrer les gens qui sont vaccinés, plutôt que de rester fermés tout l'été, on préfère en arriver là. On verra, c'est pas du tout fait. C'est des discussions qu'on va avoir avec le secteur. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Mais il faut pas confondre, le pass sanitaire, c'est pas forcément la vaccination. Vous pouvez avoir fait un test avant de rentrer dans l'événement, et ça vous permettra d'y accéder aussi librement. Donc on force pas du tout les gens à se vacciner, il y a d'autres manières d'avoir un pass sanitaire pour intégrer cet événement. J'irai droit au but. Depuis que je suis étudiant en médecine, 2 de mes amis ont déjà fait une tentative de suicide. Un quand j'étais externe, un quand j'étais interne. On fait parfois 60, 70, 80, 90 heures par semaine. Ça a un impact évident sur notre vie personnelle, mais aussi et surtout sur la sécurité des patients. Donc ma première question, c'est quand est-ce qu'on va comptabiliser vraiment le temps de travail des internes? C'est très compliqué de décompter vraiment l'horaire d'un interne. Il y avait déjà des suicides d'internes quand j'étais interne, il y avait des suicides d'externes aussi. C'est dramatique. Alors j'ai demandé ici si on avait des statistiques nationales sur les taux de suicide, etc. C'est plus compliqué que ce que j'imaginais à identifier. Moi, je m'étais battu quand j'étais interne pour le repos de sécurité. Que quand on a fait 24 heures de suite, on n'a plus le droit de travailler. Et on doit se reposer. Et moi, je me suis engagé, j'ai écrit toutes les lettres, toutes les directives, toutes les circulaires possibles pour expliquer aux établissements que si on en chope un qui ne respecte pas le repos de sécurité et qui contraint un interne, il peut avoir des sanctions financières et on peut lever l'agrément du stage, c'est-à-dire qu'on peut dire à ce service qu'il n'aura plus d'interne jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. À l'hôpital public, les internes font un peu tout. On fait les comptes rendus hospitaliers, on fait la paperasse, on fait aussi du brancardage. Comment faire pour que l'interne ait un vrai rôle défini et puisse en fait, plutôt que boucher les trous de l'hôpital public, avoir une vraie formation? Je ne considère pas qu'il soit un bouche-trou. Je pense qu'il y a des services et il y a des comportements qui peuvent donner le sentiment ou qui peuvent très clairement surexploiter un interne, qui est finalement un jeune médecin en formation qui est en train d'apprendre son métier. Mais je me souviens d'un stage que j'ai fait de 6 mois dans un service, je ne dirais pas lequel, où quand j'arrive le premier jour, tous les médecins seniors étaient en congrès à l'autre bout du monde. Et j'ai mon responsable au téléphone le matin qui me dit « On revient dans 4 jours, mais si tu as un problème, tu nous appelles. » Non, en fait, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc ça c'est non. Donc il a raison. Ça, c'est non. Et lorsqu'on se rend compte que ces situations-là apparaissent, ça peut aller, encore une fois, jusqu'à la fermeture du terrain de stage, le temps nécessaire pour qu'on redonne du sens au stage de l'interne, et jusqu'à des sanctions financières lorsque, manifestement, il y a une volonté de ne pas respecter les règles. On assiste à une réelle déshumanisation des soins et à une vraie perte de sens de nos métiers qui entraîne la fuite des personnels soignants. Comment est-ce que vous comptez fidéliser les futurs soignants face à cette réalité? Ça, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu il y a 1 an, que j'entends encore, mais moins. Parce que depuis 1 an, il s'est passé quelque chose, il y a eu le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, il faut se rendre compte que c'est quasiment 9 milliards d'euros par an de hausse de salaire pour les métiers du soin à l'hôpital, et même les métiers support, qui ne sont pas forcément des blouses blanches. Plus d'1,5 million
ont une augmentation. En pratique, c'est quoi? C'est 183 € net par mois de plus de salaire qui compte pour la retraite. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que le salaire, il y a l'investissement pour l'hôpital, dont cette infirmière parle, et elle a raison. On s'est engagé à créer 15 000 postes de soignants en plus à l'hôpital, alors que ça faisait plus d'une décennie et demie qu'on supprimait des postes à l'hôpital. Parce que l'hôpital, on était arrivé à l'os dans les économies qui étaient demandées. Ce sont, grâce au plan de relance européen, 19 milliards d'euros pour reprendre la dette des hôpitaux, pour les désendetter, pour leur permettre de réinvestir et pour pouvoir construire ou moderniser des hôpitaux. On en avait besoin. Il faut évidemment du temps pour construire un hôpital. Entre le moment où vous l'annoncez et le moment où l'hôpital arrive flambant neuf, il faut quelques années. Mais les budgets sont là, les engagements, ils sont pris. Alors que c'est déjà compliqué pour les personnes peu habituées au numérique, les plus précaires d'entre nous se vaccinent très peu, car le plus souvent, ils n'ont pas Internet ou ne maîtrisent pas la prise de rendez-vous en ligne. Ils subissent également les méfaits des rumeurs anti-science. Que comptez-vous faire pour faciliter l'accès à la vaccination de ces populations particulières? Depuis le début de la campagne de vaccination, on a cette attention particulière aux personnes les plus fragiles, aux plus précaires, parce qu'on sait que les inégalités sociales, elles creusent les inégalités de santé. Et c'est pour ça que nous avons développé très tôt ce qu'on appelle des démarches d'aller vers. L'assurance maladie téléphone aux personnes âgées qui n'ont pas encore été vaccinées. On les appelle chez elles, voire on va taper à la porte de chez elles et on leur propose de se faire vacciner. On est allé encore plus loin. On a développé des bus de vaccination qui sont allés se poser en bas parfois des tours d'immeubles pour dire aux gens venez vous faire vacciner. On a aussi identifié des centres ou dans certains centres des créneaux réservés pour les publics les plus fragiles, les plus précaires, pour que l'assurance maladie, l'ARS, les communes puissent inscrire les personnes, volontaires évidemment, sur des créneaux qui facilitent la vaccination. Comment comptez-vous rétablir un lien de confiance avec la population qui a été largement malmenée depuis le début de cette pandémie? Et c'est parfois très difficile pour nous, soignants sur le terrain, d'expliquer les choses aux patients et d'obtenir une adhésion lorsqu'il y a des contradictions d'une semaine sur l'autre ou d'un personnel du gouvernement à l'autre. Évidemment, quand on regarde en arrière et qu'on juge avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, on va trouver des trucs qu'on n'aurait pas fait si on avait eu les mêmes niveaux de connaissances au moment où on a pris les décisions. Je comprends parfaitement que ça crée du désarroi, de la perte de confiance ou de l'attente d'explications. C'est pour ça qu'il y a des commissions parlementaires. J'ai participé à une commission parlementaire à l'Assemblée, au Sénat. La justice a été saisie par un certain nombre de Français pour avoir des réponses aussi au niveau judiciaire. Nous avons demandé, le président de la République a demandé une mission d'évaluation internationale confiée au professeur Pictet, en toute transparence, qui a rendu public un rapport d'évaluation. Donc, on est en permanence dans l'évaluation. Je dis juste que, on n'est pas encore à la fin de la crise, on peut pas encore complètement regarder derrière. Et ensuite, c'est toujours important de tenir compte du moment où on prend des décisions en fonction des connaissances du moment. C'est pas l'heure d'avoir des regrets, des remords ou autre chose. Je ne regarde pas en arrière, moi je continue de regarder en avant. Et je regarde aussi de l'avant pour rester avec mes équipes une vigie active, soucieuse de ce qui va se passer pendant l'été, pour vérifier s'il y a des endroits où ça repart et être celui qui dira attention, là ça risque de déconner.